Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous accueillir chez vous pour cette rencontre avec l'autrice roumaine Diana Badica, lauréate du Festival du premier roman 2020 pour Părinții, publié par la maison d'édition roumaine Polyrom. Ce rendez-vous est organisé dans le cadre des extras du festival, pendant lesquels Diana Badica n'a pas pu être accueillie à Chambéry à cause des restrictions sanitaires. Lecture Plurielle a souhaité maintenir cette rencontre pour permettre au public et aux lecteurs des comités de lecture qui ont sélectionné Părinții comme meilleur premier roman en langue roumaine de la saison 2019-2020. Notre dynamique de promotion des débuts littéraires en langue roumaine bénéficie du soutien de l'Institut culturel roumain, que nous remercions ici, et bénéficie également de la collaboration de nombreuses maisons d'édition roumaines. Je laisse la parole à Simona Ferrante qui animera cette rencontre et donne la bienvenue à notre lauréate Diana Badica. Simona Ferrante va introduire le roman et Diana Badica, et ensuite il y aura quelques échanges de questions que Simona posera à notre autrice, et ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez poser d'autres questions et participer ainsi en direct à cette émission. Je vous remercie beaucoup, bons échanges, et à toi Simona. Je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Merci donc à notre organisateur, le Festival du premier roman, et à notre hôte, Daniela Farai, qui est responsable des relations internationales, responsable des relations avec les établissements scolaires et universitaires Lecture Plurielle, Festival du premier roman. À nos côtés, il y a aussi Camelia Cavadia, écrivaine, qui est lauréate du Festival du premier roman, la 29e édition 2016, avec son roman Vina, paru aux éditions Trei. Diana Badica, pour la présenter succinctement, elle est née le 8 août 1985 à Slatina. Elle a fait des études universitaires de psychologie, sciences de l'éducation, sociologie, assistance sociale à l'Université de Bucarest. Elle a fait un master en Bourgogne et a commencé un doctorat. Actuellement, elle travaille dans une multinationale. Son début littéraire a été dans le volume collectif Père Noël et compagnie aux éditions Art en 2012. Elle a publié également de la poésie. Avant de présenter en quelques mots le roman de Diana Badica, nous pouvons faire un tour de table, ou plutôt d'écran, pour nous présenter. Je suis donc Simona Ferrante, écrivaine, éditrice, passionnée de l'écriture, de lecture, passionnée des livres. Je vous donne la parole donc pour vous présenter chacun et chacune. J'y vais, Daniela Farai. Je suis en charge des relations internationales au sein de l'équipe de lecture plurielle qui organise entre autres le Festival du premier roman de Chambéry. Ioana Enescu, oui. Vas-y, Ioana. Lectrice du cercle de lecteurs de langue roumaine du Festival du premier roman. J'habite à Lyon. Allez, donc après Daniela, pardon. Florica Coriol. Je m'occupe du groupe de lecture en roumain de Lyon depuis 10 ans, bientôt 10 ans. Et je suis traductrice. J'ai enseigné aussi à l'université. À côté de moi, vas-y. Professeur d'abord, traducteur ensuite, et lecteur aussi pour le Festival de Chambéry. Voilà. Gabriela. Bon, voilà. Alors, Gabriela Comte, ingénieure d'études et de recherche à l'université et ancien professeur de langue et littérature française. Merci. Camélia. Bonjour à tous. Je ne connais pas le français dont je vais parler en roman, si vous me le permettez. Eu sunt o fericită laureată a acestui festival și mă bucur foarte, foarte mult să vă regăsesc. Sunteți niște oameni foarte dragi mie.
Și aș vrea să o felicit pe Diana pentru acest roman, pentru câștigarea acestui premiu și îmi pare extrem, extrem de rău că nu a putut participa fizic la acest festival, astfel încât să se poată bucura și ea de magia care cuprinde întregul orășel în acea perioadă. Simona, dacă poți să traduci tu, te rog. Donc, Camélia, elle est très contente d'être à nos côtés. Elle a félicité Diana pour la parution de son roman et elle regrette que Diana n'a pas eu la chance qu'elle a eue, elle, de faire ce festival en vrai, parce que ça a été un moment très cher à Camélia, qui lui a apporté beaucoup d'émotions, beaucoup de plaisir et de belles rencontres. Voilà. Nico? Oui, bonjour, c'est Nicolas Epon, je suis psychologue. Je suis passionné par la littérature d'une manière générale et puis je fais partie plus ou moins de la commission de lecture du jury. Enfin, je fais partie du jury du festival. Voilà, donc, on va dire groupe de lecture, Nico. Voilà, plutôt. Voilà, c'est vrai. Voilà. Merci. George? Hi everybody. I will keep it in English because my French is not that great. My name is George Nitsa. I'm a good friend of Diana Bodica, so I'm actually here just to offer support if she needs it. So that's all. Thank you so much for having me. Malina, tu pourrais traduire? Ah oui, bien sûr. Je sais pas si vous m'entendez. Oui, si, on t'entend. Oui, mais on ne te voit pas, par contre. Ah, alors, est-ce que là, vous m'entendez et vous me voyez? Oui, c'est bon. Oui, super, c'est parfait alors. Donc, je ne me souviens plus du prénom. What is your name again? George. Il est juste là pour soutenir Diana et pour montrer son je sais pas comment dire. Son soutien. Son soutien, voilà. Oui. Merci. Florence? Oui, moi aussi, c'est pour montrer mon soutien à la langue roumaine par mes parents, vous l'aurez compris, puisque Florica et Jean-Louis sont mes parents. Donc, j'ai baigné dans la culture et la langue roumaine et j'ai aussi baigné dans la langue italienne, comme le sait Daniel, puisque je fais plutôt partie du club de lecture italien pour Chambéry et j'ai eu plusieurs fois l'occasion d'aller dans ce très beau festival. Mais donc, j'assistais aussi aux manifestations pour le roumain. Donc, je suis très contente de connaître Diana, même si c'est virtuellement aujourd'hui. Voilà. Merci. Laura? Bonjour. Je suis une amie à Diana. Je le connais depuis le lycée. Je pense que j'ai lu tout ce qu'elle a écrit jusqu'à maintenant. Je suis un grand fan à Diana. Elle est ma source d'inspiration pour tout ce qui est lié à la littérature. Quand je ne sais pas quoi lire, je juste l'appelle Diana et elle me donne toujours des très bons conseils. Et aujourd'hui, je suis ici par curiosité pour entendre la conversation. Voilà. Merci. Malina? Donc, je m'appelle Malina et moi, je suis comédienne. Donc, je suis plutôt du côté de l'interprétation et j'habite à Lyon. Voilà, et puis du coup, je suis là par curiosité pour vous entendre tous et ça me fait très plaisir. Merci. Voilà. Donc, Diana Bodica a publié cette année, en 2019 son premier roman, Părinți, qui a eu un très grand succès. Il a reçu le prix Sofia Nadejde pour prose en 2019 en Roumanie, pour littérature écrite pour les femmes. Et elle est la lauréate de cette édition du Festival du premier roman, section roman en langue roumaine. Le roman Părinți
C'est un roman qui raconte l'histoire d'une femme, c'est la femme qui raconte son histoire à la première personne en passant par des moments significatifs de sa vie à 3 étapes. Ioana Negril, donc le personnage principal. L'enfance occupe la place la plus importante. Il s'ensuit l'adolescence et la maturité. Au centre des préoccupations des parents de Ioana se trouve Florinel, son petit frère, malade d'une maladie grave, l'encéphalite. La maladie de Florinel provoque énormément de souffrance, autant aux parents qu'à la petite Ioana. La relation mère-fille est dénaturée par la douleur. La mère n'arrive pas à rester présente pour les 2 enfants. La maladie de Florinel l'accapare et la paralyse complètement. Le regard que Ioana, enfant, pose sur le monde qui l'entoure est un regard critique, presque impitoyable, qui exprime le besoin de l'enfant de vivre son enfance malgré le drame qui secoue sa famille. Ses parents sont présents seulement pour Florinel, ils oublient Ioana, ils ne la voient plus. Ioana est absente, plus encore transparente à leurs yeux. J'étais un enfant d'air, dit Diana, l'auteur, dans son roman. Après la mort de Florinel, ses parents se séparent. La mère est carrément démissionnaire. Elle fait une tentative de suicide sous les yeux de Ioana adolescente. Le père est mou, on peut le dire. Il n'a pas la force nécessaire pour remplir le vide. Diana Bădica, ce roman Părinți, parents, a été écrit au début sous la forme d'une nouvelle qui s'intitulait Florinel. Pourquoi avez-vous senti le besoin de creuser plus profondément et d'aller encore plus loin pour écrire ce roman? Bonjour. Tout d'abord, bonjour. Merci bien pour votre invitation et pour que vous êtes ici avec moi. Je suis un peu émue, mais je vais essayer de répondre presque en restant cohérente. Oui, en effet, cette histoire des parents a commencé avec Florinel, qui était une petite histoire. C'était même pas une nouvelle, parce qu'en effet, c'était juste quelque chose, un texte qui avait peut-être 5 et quelques pages. Et à l'époque, je suivais un cours d'écriture, Creative Writing, avec 2 écrivains très connus chez nous en Roumanie, Marius Chivu et Florin Iaru. Et pour chaque cours, nous avions des devoirs, des thèmes. Et le dernier devoir était effectivement quelque chose lié à l'enfance. Et moi, j'ai écrit cette histoire. Normalement, il devrait avoir juste 2 pages et quelques peut-être, parce que les professeurs voulaient qu'on écrit des courtes, vraiment des courtes histoires. Mais moi, j'ai senti que j'ai quelque chose à dire et que tout ce que je peux dire sur ce sujet est important. Alors, j'ai cassé la règle et j'ai écrit quelque chose qui avait, oui, un texte qui avait environ 5 et quelques pages. Au départ, c'était ça, c'était juste ça. Il y avait un texte indépendant, disons, un texte que je voulais mettre parmi d'autres et avoir un volume à la fin, avoir un volume de histoires courtes, short stories. Mais c'est vrai que j'étais très attaquée de cette thème de l'enfance. Et alors, j'ai continué à écrire en utilisant plus ou moins la même voix, la voix d'une petite fille qui raconte des choses qu'elle voit autour d'elle, des choses qui la dérangent, disons. Et c'était ça. Je voulais juste écrire. Je n'avais pas en tête d'écrire un roman. Mais après, c'était Marius Chivu qui a lu le manuscrit et elle m'a dit que voilà, c'est la même voix, c'est presque le même type d'histoire. Peut-être c'est mieux que tu fasses un roman et que tu ailles, je ne sais pas, un fil rouge ou quelque chose comme ça.
Et oui, c'est ça ce que j'ai fait à la fin. C'était très intéressant parce que pour moi aussi, j'ai vu la liaison entre les petites histoires entre les personnages. Et après que j'ai eu cette idée en tête d'écrire un roman, tout est devenu très clair. Et moi-même, je me suis rendu compte que tout est lié. Les personnages, le type de discours, il est le même. Donc, oui, à la fin, j'ai voulu juste écrire. Mais après, j'ai commencé à me dire que peut-être c'est plus qu'écrire. C'est peut-être écrire quelque chose qui a un peu plus de sens, qui fait comment dirais-je, un tout, effectivement, un tout, quelque chose de rond. Oui. L'histoire de ces deux frères, de Ioana et de Florinel, est inspirée de votre histoire personnelle. Quelle est la part d'autobiographie, de réel, de vérité dans ce roman et quelle est la part de fiction? Vous avez commencé peut-être avec les questions les plus dures, les plus difficiles à répondre. Oui, c'est un peu compliqué de dire combien c'est de l'histoire personnelle, combien c'est de la fiction. Mais ce que je dis toujours est que cette histoire de Florinel, de l'enfant, du petit enfant qui meurt, effectivement l'histoire de mon frère, l'histoire de ma famille. Mais après, tout est fictionnalisé. Bien sûr que j'ai utilisé des choses que je savais, des choses que j'ai vues, que j'ai discuté avec mes amis. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus si avec Laura, j'avais discuté sur des petits extraits dans le roman, mais avec Georgie, je l'ai sûrement fait. Parfois, j'ai un groupe des amis et parfois je les demande, est-ce que vous vous rappeliez ce que nous avons fait dans je ne sais pas quel jour ou quelles conditions, quelque chose comme ça. Et ça m'aide beaucoup parce que parfois, ce n'est pas effectivement mon histoire, mais c'est quelque chose que j'ai vécu. Peut-être à côté de l'autre, peut-être c'est quelqu'un qui se rappelle plus que moi. Et ça m'aide parce que, disons que le trajet, il est le même. C'est juste des petites choses qui diffèrent. Et ensuite, si j'ai les mémoires de mes amis également, ça m'aide à décaler déjà mes mémoires. Et disons que c'est ça comme j'ai construit mon roman. Et peut-être c'est bien à mentionner une chose ici. Quand ma mère a lu le roman, bon, je dois dire que je l'ai préparé un peu avant la publication. Je lui ai dit, voilà maman, j'ai écrit ça. L'image de la mère n'est pas super sympa, mais que tu ne la prends pas trop personnelle, tu vas voir, c'est pas effectivement toi, tout à fait toi. Et bon, j'étais préparée à avoir sa réponse après. Et elle m'a appelée, elle m'a dit, j'ai lu le roman, elle était très sérieuse. Elle m'a dit, j'ai lu le roman, mais pourquoi est-ce que tu as dit que ta sœur a pleuré quand elle a lu le roman? Et je lui ai dit, mais voilà, il y a des images, des images qu'elle a senties, il y a l'image des grands-parents, il y a l'image de notre frère. Mais ma mère me dit, oui, mais à la fin, ça, c'est pas notre histoire de famille. Et je lui dis, oui, mais c'est l'histoire de notre frère. Oui, mais c'est pas mon histoire. Et ensuite, je me suis dit, ben voilà, ça c'est super bien. Une fois, parce que ma mère ne se rappelle plus quelques petites situations super douloureuses pour nous en tant que famille. Mais d'un autre côté, ça a été une validation pour moi parce que j'ai pu fictionnaliser des histoires. Donc, pour moi, ça s'est très bien passé. Et donc, de plus, ma mère avait dit, même si tu avais écrit quelque chose de super personnel, disons, même si tu avais écrit ton autobiographie, ça c'est OK pour moi parce qu'après 100 années, 100 ans,
le monde ne va pas savoir qui je suis ou qui j'étais. Et donc, ma mère a déjà compris que c'est pas son histoire, c'est pas mon histoire, c'est pas quelque chose du personnel. Si on compare avec le quotidien, avec le monde. Donc, l'histoire personnelle, je crois que ne signifie beaucoup. Bon, beaucoup, mais peut-être pas trop. Super. Il a bien synthétisé. Oui, oui. Qu'est-ce qu'un écrivain et qu'est-ce que c'est qu'un écrit? Et je me souviens qu'une de nos premières lauréates, c'est même la première, Corina Szabó. D'ailleurs, il y a un topo de la littérature d'enfance en Roumanie, je trouve, parce que Corina Szabó avait écrit un roman vu du point de vue de l'adolescente de 12 ans, un roman qui s'appelait en roumain Blocul 21, Apartamentul 1. Donc, je le sais. C'est pareil, la mère est très mal vue dans le roman et il y a une relation assez bizarre entre mère et fille qui n'est pas des plus heureuses. Et elle m'a raconté que sa maman est médecin et que les dames qui allaient la voir lui disaient « Mais madame le docteur, on ne savait pas que vous n'entendiez pas avec votre fille. » Et la mère a dit « Mais pas du tout, on s'entend très bien, ça c'est autre chose, c'est comme ça qu'on écrit les romans. » Oui, oui, oui. On met un peu de soin, il y a des choses autobiographiques. C'est vrai aussi que l'autobiographie est importante. Marta Petreu, une autre lauréate de Chambéry, disait que quand on écrit sur les choses qu'on a vécues, on fait de la bonne littérature. Alors que c'est un peu du maniérisme. Marta Petreu a été lauréate, non pas qu'elle soit très jeune, mais elle a écrit à 50 ans son premier roman qui est Acasă pe câmpia Armagedonului. Je dis ça pour les jeunes roumains qui ne l'ont peut-être pas lu et qui a été traduit en français. Et je vais rebondir aussi sur les leçons d'écriture parce que c'est incroyable. Mais un autre garçon qui est passé pas en chair et en os par Chambéry, mais qui a été nominalisé, qui est Tudor Ganea, a commencé à écrire en allant aux ateliers de... Oui, oui, je sais. Oui, vous connaissez. En allant aux ateliers de Marius Chivu et de Florin Iaru. Et d'ailleurs, c'est par Florin Iaru que j'ai appris qu'il y avait un garçon qui écrit très bien. Donc, c'est intéressant aussi, même si personnellement, je ne fais pas trop confiance aux ateliers d'écriture parce que je me dis que quelqu'un qui a la veine de l'écrivain en lui y arrivera. Mais peut-être, je ne sais pas, au début, on a peut-être besoin d'être un peu encadré. Merci Florica. Le roman raconte des moments de la vie de Jana qui l'ont bouleversée, qui l'ont peut-être traumatisée. Vouliez-vous simplement raconter ou vouliez-vous aussi comprendre? A-t-il eu votre roman un rôle thérapeutique de guérison? Oui, tout à fait, tout à fait. Je dis toujours que j'écris pour comprendre. Et en effet, mon premier draft, il est toujours écrit à la main. Donc, je me dis que parfois, effectivement, je vois le monde que je décris. Parce que si tu écris à la main, tu vois déjà, je ne sais pas, le nom, le verbe, donc tu vois l'action, tu vois les explications et tout ça. Pour moi, ça c'est le plus important d'écrire à la main parce que c'est comme ça que je fais après les premières corrections. Et ça m'aide beaucoup à comprendre ce que j'écris. Parfois, je me rends compte que, je ne sais pas, quelque chose, disons, un événement n'est pas très clair, n'est pas très clair décrit. Et donc, je reviens, j'écris un peu plus parce que moi, je ne comprends pas. Donc, le plus important pour moi est de comprendre le plus possible ce que j'écris. Effectivement, ce que je vois, parce que c'est tout d'abord ça. Mais oui, ça a beaucoup de la relation avec mon besoin de comprendre le monde et, disons, avec le besoin de faire les autres comprendre le monde. Parce qu'aujourd'hui, on est bombardé d'informations
Il est vraiment simple d'avoir une information, mais tu ne peux pas toujours la vérifier ou tu n'as plus le temps de la vérifier. Alors que quand j'écris, j'essaie d'être sûre que je décris correctement un événement. Je vérifie, je lis d'histoire. Oui, je lis d'histoire. Effectivement, pour m'assurer que je décris bien. Pour moi, la littérature, même si c'est de la fiction, c'est de la vie. Donc, oui. L'histoire se déroule une partie pendant la période communiste et une partie après 1989. On peut dire que Ioana est un enfant très mature pour son âge. Elle analyse le monde autour d'elle avec un regard tantôt humoristique, tantôt cynique, tantôt ironique, en se questionnant en permanence sur le sens de la vie. Avec une écriture qui est à la fois touchante et réaliste, tout y passe. La famille, l'amitié, l'amour, la société, les traditions, la foi en Dieu. Ce sont des thèmes universels qui dépassent les frontières géographiques et culturelles de la Roumanie, d'où son caractère universel. Donc, ce sont des thèmes universels et c'est un aspect qui, je pense, qui vous a été reconnu et dont on vous a parlé. Est-ce que vous pouvez nous dire plus? Oui. En effet, je crois qu'il y a un peu des choses sur lesquelles on fait de l'art, de la littérature, de la musique. Il y a l'amour, il y a la maladie, il y a la vieillesse. Vieillir, je crois que c'est ça. Oui, c'est très bien. Oui, donc il y a quelques grands thèmes qui sont toujours attaqués par les artistes. Et moi, je crois que, pour moi, bien sûr, faire de la littérature à partir de ces thèmes est le plus facile. Mais également facile et peut-être pas facile dans cette moyen d'avoir d'informations, mais de la rendre disponible. Moi, je trouve que c'est plus facile de lire un roman que de voir, je ne sais pas combien des expositions et tout ça. Mais bon, je suis sûre, je suis subjective, mais quand même, c'est ça comme je vois. Pour moi, l'écriture, c'est la plus facile chose que tu peux faire. Tout le monde écrit. Bien sûr, il y a après quelqu'un qui a ou qui n'a pas du talent, mais tout le monde peut écrire. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est facile. Et c'est vrai que quelques semaines, peu avant la publication du roman, je me suis demandé pourquoi est-ce que j'écris cette histoire, pourquoi est-ce que j'ai voulu la publier. Parce que je me suis rendu compte qu'en effet, à part mes amis, à part quelques personnes qui connaissent cet espace communiste et l'espace après le communisme, je me suis dit que les autres ne vont pas comprendre, et spécialement les jeunes. Et spécialement les jeunes d'aujourd'hui qui ont l'Internet, qui ne restent pas toutes seules devant l'immeuble, qui ne jouent ensemble ou quelque chose comme ça. Et j'ai eu quelques émotions quand je me suis rendu compte ça, mais moi, heureusement, j'ai eu une rencontre avec quelques élèves de 9e et 10e, donc premier, deuxième degré ou grade du lycée. Oui. Et je les ai sentis très émus de parler avec moi. Et ils m'ont posé des bonnes questions. Ils étaient super curieux de mon histoire, plutôt de mon histoire que de l'histoire d'Ioana. Et à un moment donné, je les ai demandé, mais comment est-ce que vous avez senti ce roman? Parce que vous ne connaissez pas ce monde. Vous ne savez pas vous ne savez pas ce que signifie appeler quelqu'un
qui a juste un téléphone, un poste fixe, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a des téléphones portables. Donc, c'était presque incroyable, cette idée pour moi d'appeler quelqu'un à son poste fixe. Et ça, c'est quelque chose de super simple que, bien sûr, les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas. Et je les ai demandé là-dessus et ils m'ont dit que oui, effectivement, il y a quelque part qui sont étrangers pour eux, mais sur lequel ils ont discuté avec les parents, avec des grands frères. Donc, quelque chose, ils savent, mais pas tout à fait ce que j'avais décrit. Par contre, ils m'ont dit que c'était le sentiment qui les a plu. Cette idée de perdre quelqu'un, de faire tout ce que tu peux afin de pouvoir après guérir, disons, la famille, de tenir la famille réunie et tout ça. Et il y avait une fille qui m'avait dit que sa grand-mère est morte et bien sûr, elle savait qu'elle va mourir, quelque chose comme ça, mais peu importe. L'idée est qu'elle a senti que mon roman l'a un peu guéri. Et en effet, ils m'ont donné des petites feuilles écrites à la main avec leur impression sur mon roman. Je l'ai toujours avec moi. Je me suis dit que peut-être je vais faire un tableau avec tout ça, tous leurs mots. Si ça ne paraît pas très narcissiste, mais oui, je crois que c'est avec eux que j'ai senti effectivement ce que j'avais fait avec ce roman. L'idée que j'ai pu transporter, disons, des jeunes qui sont tout à fait attaqués aux marques, à la technologie. Oui, j'ai réussi à les transporter dans un monde un peu différent. Et ça, c'était fait juste à partir des sentiments qui sont décrits dans le roman. Ouais, et ça, ce que je crois que c'est l'universalité, c'est peut-être juste une partie de l'universalité, mais pour moi, ça va. Au moins pour le premier roman. Oui, je trouve que cette reconnaissance de la part des lecteurs, c'est un grand moteur qui te pousse en avant pour l'écriture, en plus de la passion et de l'envie d'écrire et de raconter. Cette reconnaissance, oui. Je voulais juste rajouter, avant de donner la parole aux invités, que les sommes obtenues pour les droits d'auteur du roman sont données à l'association Le Monde d'Arthur, qui soutient les enfants en difficulté de développement. Voilà, oui, j'ai une belle démarche de la part de Diana Badica. J'ai voulu faire ça, faire public, parce que je crois qu'au moins chez nous, en Roumanie, il y a vraiment besoin de discuter sur les personnes handicapées. Je sais qu'en France, la situation est un peu mieux que chez nous. Mais oui, chez nous, effectivement, il faut pousser, il faut travailler afin de pouvoir les intégrer, ou peut-être juste de pouvoir les faire visibles. Oui, c'est plus simple que les intégrer, mais chez nous, parfois, les personnes handicapées, elles ne sont pas du tout visibles. Donc, oui, c'est pour cela que j'ai voulu faire public cette démarche. Merci Diana. Et je donne la parole pour te poser des questions aux invités. Si ça vous conviendrait de poser les questions dans l'ordre des petites images qui s'affichent sur l'écran. Je donnerai la parole à Florica Curiol, du coup. Moi, je préfère que, je parlerai aussi, mais je préfère que tous mes collègues du groupe disent quelque chose. Très bien. Dans ce cas, j'avais aussi une question à poser qui est plus du niveau de la traduction et de l'édition. Oui, moi j'aimerais poser une question, disons, qui me tient à cœur, parce que lorsque je traduis de la littérature roumaine, il y a toujours ce problème du titre. Je voulais savoir si le titre que vous avez donné au livre, c'est vous qui l'avez choisi, si vous en êtes l'auteur, pas du livre, du titre,
Ou si c'est la maison d'édition, c'est la maison d'édition qui vous l'a imposé, parce que c'était intéressant de sa part, à mon avis. Oui, merci bien. Ce que je peux dire sur le titre est que j'ai voulu être simple. Dès le début, j'ai eu en tête qu'il devrait être un titre simple parce que de toute façon, l'histoire est assez compliquée. Il y a beaucoup de personnages. Donc, si je donne encore un titre super compliqué, ça va peut-être effrayer le monde. Et je me suis dit de choisir un titre court, peut-être juste un mot. Ce titre a été donné suggéré, disons, par Marius Chivou. Il a lu la dernière version du roman. Nous avons discuté sur le titre. J'avais fait une liste avec mes propositions et ça a été super intéressant parce que tous mes suggestions, propositions étaient liées aux petites scènes. Par exemple, la scène du repas. Il y a un repas, le premier repas que la famille est après la mort de Florinel. Et pour moi, cette scène, elle est peut-être la plus importante. C'est peut-être pas la plus jolie du roman, mais pour moi, quand je l'ai écrit, pour moi, ça a été la plus importante. Et en discutant sur le titre, nous avons constaté que tout ce que je proposais était des petites disons, sous-chapitres ou quelque chose comme ça pouvait être considéré des sous-chapitres. Ensuite, Marius est venu avec cette idée en disant, ben voilà, tu parles des enfants et des parents, tu dois choisir entre parents ou enfants. Et j'ai choisi parents. D'accord, très bien. Et je voulais vous poser une autre question aussi, parce que vous avez parlé d'ateliers de traduction. D'écriture, pardon. Au temps où les grands écrivains de l'entre-deux-guerres roumains, qui sont malheureusement très peu connus en France encore, écrivaient, il n'y avait pas d'atelier d'écriture. Et j'aimerais savoir quels sont vos modèles dans le domaine de la littérature roumaine, de façon à ce que peut-être les Français entendent parler de cette littérature roumaine, et pas seulement de la littérature qui s'écrit aujourd'hui. Juste que je rebondisse sur cette situation des ateliers d'écriture. Je sais que cette question est posée presque dans tous les rencontres que j'ai. Bien sûr, j'ai bien aimé ces ateliers, et spécialement parce que ils ont été organisés il y a 8 ans pour moi. Oui, 8 ans déjà. Mais c'était le premier atelier qui a été organisé chez nous, des écriteurs connus. Peut-être qu'il y avait d'autres, je ne sais pas, mais cet atelier était vraiment super bien marketisé, disons. Et moi, je venais d'un domaine qui n'a rien à voir avec la littérature. Je fais des ressources humaines dans le quotidien. Bien sûr, j'aime bien à lire, à écrire, mais j'étais, disons, quelqu'un qui venait du départ, qui venait de l'extérieur. Voilà, c'est ça. Et ce que j'ai aimé au cours était que j'ai connu des personnes intéressées par la littérature, que j'ai découvert des personnes qui ont de très bonnes idées, mais qui n'arrivent pas à avoir une capacité de s'organiser, d'écrire. J'ai eu des collègues qui écrivaient très bien, mais qui n'avaient pas le courage d'écrire quelque chose un peu plus long, disons. Pas juste des courtes histoires, ou sinon des courtes histoires, mais qu'ils écrivent, je ne sais pas, 20, pour qu'à la fin, ça soit un volume ou quelque chose comme ça. Donc, ça m'a beaucoup aidé pour m'orienter un peu. J'ai vu, voilà, tu peux être comme ça ou tu peux être comme ça, tu dois choisir. C'est à moi de faire le choix. Et je crois que c'est la situation pour beaucoup de gens qui font ces ateliers, et spécialement parce que chez nous, il n'y a pas cette histoire de l'écrivain. Pour nous,
il y avait quelques années, l'écrivain était juste celui qui venait d'une faculté de lettres, qui était un journaliste, qui était un historien, quelque chose comme ça, qui était quelqu'un plus ou moins lié au récit. Alors que moi, ou même Tudor Gane, il est un architecte, donc c'est quelque chose de tout à fait différent. Et je crois que la plupart de ceux qui ont débuté après avoir fait les ateliers, ils n'étaient pas des diplômés en lettres. Ce qui, pour les autres, ça c'est motivant, c'est quelque chose de motivationnel. Et oui, pour revenir à la question, moi, je donne toujours, oui, je crois que j'ai donné toujours la même réponse. Je dis à tout le monde de lire Ovidiu Verdeș, Musici și faze, musique et phase, je ne sais pas comment je pourrais traduire. Et également Cristian Teodorescu, Megidia, orașul de apoi. Je ne sais pas s'ils ont été mes modèles. Je ne sais pas. J'ai pris quelque chose de chacun. D'accord. Mais je crois que ces deux, par contre, je crois que ces deux écrivains, Cristian Teodorescu et Ovidiu Verdeș, ils ne sont pas très, ni chez nous, ils ne sont pas très connus ou très lus. Donc c'est pour cela que je les mentionne tout le temps. Mais vous ne remontez pas plus haut dans la littérature roumaine. Par exemple, Liviu Rebreanu, Camille Petrescu, Marin Sorescu, Marin Preda. Marin Preda, je vais choisir Marin Preda, oui. Et en effet, Ovidiu Verdeș avait lu mon roman. Il a fait des petites remarques en disant que j'ai un style qui est assez semblable à Marin Preda, en disant effectivement qu'il y a aussi il y a aussi quelque chose lié à la région du sud de la Roumanie, parce que Slatina et Siliștea Gumești, le village de Marin Preda sont un peu, oui, plus ou moins à côté. Pour l'Oltenie, vous avez aussi Marin Sorescu. Oui, effectivement. Mais je ne crois pas que j'ai emprunté quelque chose de Marin Sorescu, même si peut-être que je voulais faire ça dans la poésie. L'humour. Le dialogue, la langue populaire, la langue... Si, il y a quelque chose. Et je dis juste une petite parenthèse pour les Français qui ne connaissent pas bien la géographie littéraire de la Roumanie. Diana Bădică est née à Slatina, la ville où est né un certain Eugène Ionesco. Ah oui. On va peut-être passer la parole aux autres. Voilà. Merci beaucoup. Gabriela Conte. Oui. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, Simona. Bonjour, Diana Bădică. Je voudrais tout d'abord vous adresser toutes mes plus vives félicitations pour l'écriture de votre roman, qui a été reçu avec un grand enthousiasme à Lyon, aussi bien qu'à Chambéry. Je parle des groupes de lecture, bien entendu. Donc, je suis heureuse de me trouver aujourd'hui devant un nouveau talent de la littérature roumaine aujourd'hui. Mais parlons un peu de votre roman. Je reviens plutôt, puisqu'on en a déjà parlé, et Simona a déjà rappelé un petit peu l'histoire, si on peut dire que c'est une histoire. Moi, j'ai vu plusieurs histoires, mais bon, parlons un peu de l'architecture et des éléments qui vous ont conduit à écrire ce roman. Tous les participants qui ont pris la parole jusqu'à maintenant, ils ont souligné tour à tour certains points forts de votre roman. Mais moi, je voudrais parler d'autres points qui m'ont semblé constituer la base, le socle de votre écriture ou de l'écriture de ce roman, à savoir la mémoire traumatique, le poids du transgénérationnel et le pouvoir des mots.
Parce que moi, depuis le début, quand Ioana est bébé et jusqu'à la fin, quand elle devient adulte, et qu'elle arrive, elle revient sur la tombe de son petit frère, eh bien, il m'a semblé que c'était le même fil conducteur. Alors, Ioana est un bébé lorsque son frère naît. Il est trop jeune pour mettre en mots cette tragédie, on peut le dire. Hein. Et les parents, apparemment, ne lui expliquent, non pas apparemment ne sont pas là, donc ils ne lui expliquent pas. Son cerveau n'est pas encore façonné de façon à recevoir des images claires de la part de ceux qui l'entourent. Et l'enfant est accablé en même temps par les émotions qui sont créées par ces crises terribles de son petit frère, mais aussi par la suite, par le divorce de ses parents et par les autres éléments qui pointent ici et là, donc son enfance et puis son enfance, puisque en fait, Ioana a réussi très bien dans la vie. Bon, je pense que dans ces moments critiques ou ces moments où Ioana est bébé, je pense que peut-être la parole de la mère aurait été la bienvenue. Donc, mettre une situation en mots, ça change tout à fait la construction d'une image d'un enfant. Et même la souffrance qui est, que j'ai considéré un autre élément de votre roman, qui depuis le début jusqu'à la fin, c'est une grande souffrance, eh bien, elle peut être apprivoisée, si vous voulez, elle peut être un petit peu, elle peut devenir supportable quand on la met en mots. Par la parole, on arrive un petit peu à faire brûler doucement cette souffrance qui en fait c'est une souffrance pas qu'à Ioana, pas qu'à vous s'il s'agit des éléments autobiographiques, mais d'une souffrance générale puisque la condition humaine est ainsi. Donc ma question, voilà, moi j'ai pensé à cela. Qu'en pensez-vous? Est-ce que la parole de la mère aurait pu changer quelque chose? Aurait pu, bien sûr. Aurait pu. Oui. Bon, même si j'ai dit sur cette partie autobiographique et tout ça, en effet, si je pense plus ou si je parle plus, je me donne compte qu'en effet, tout est en sorte d'autobiographie. Parce que, par exemple, en ce qui concerne l'importance des mots, ça c'est quelque chose que j'ai appris moi-même pendant l'enfance. Mon père, il était super attaqué de cette idée d'être en mesure de s'exprimer. Mmh. Et à moi et à ma sœur, il nous effectivement cassait la tête avec les virgules. Il nous disait parfois la ponctuation et les virgules, elles sont les plus importantes, sont ceux qui peuvent sauver quelqu'un. Il nous donnait un exemple, je ne sais pas si ça est quelque chose du vrai ou pas, et il nous donnait un exemple, comme exemple, un ordre de quelqu'un qui est militaire, qui a un grade militaire, je ne sais pas, et qui dit vous pouvez, je ne sais pas, il dit quelque chose comme vous pouvez lui tuer ou quelque chose comme ça, ou je ne sais pas. Il y avait une histoire avec l'importance des virgules dans notre famille et avec l'importance de s'exprimer super clair. Par contre, pour moi, il disait que quand je vais venir à Bucarest, je dois prendre quelques cours de diction parce qu'il me dit que je peux parler pas très clair. Et donc, d'une manière ou d'une autre, j'étais entourée de cette idée de bien s'exprimer, de bien s'exprimer, de bien créer un monde, parce que ça c'est la vérité. Oui, oui. Mon père, il lit l'idée de vérité de la clarté, ce qui est effectivement vrai. Ce qui est vrai et ce qui est voilà, ce que tous les auteurs recherchent. Bon, j'ai perdu, mais c'est pas grave. Voilà, Diana est toujours là. Donc, à l'âge adulte, Ioana entreprend une thérapie. OK. Elle essaie de reconstruire le passé
grâce au souvenir et grâce à la mémoire. Mais Ioana, sa mémoire, une partie de sa mémoire, c'est une mémoire traumatique qui a été pointée par les traumas qu'elle a subis en son enfance, très jeune âge, et même plus tard avec ses parents et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'elle fait, Ioana? Sans doute à l'aide de son thérapeute. Eh bien, elle part à la recherche du temps, pas perdu, mais du temps passé. C'est-à-dire qu'elle remonte son passé et elle arrive aux deux familles, famille maternelle, famille paternelle, jusqu'à la 4e génération. Et donc, là, ma foi, elle apprend des choses terribles, enfin terribles, qui la bouleversent. On va dire bouleversantes et pas terribles parce qu'elle est assez grande maintenant de ne plus recevoir l'image floue et non fixée du bébé qui n'a pas su la traduire en mots, mais elle sait imaginer ce qui a pu se passer avant parce que maintenant, elle peut le dire avec des mots. Donc, moi, la question était, est-ce que c'était nécessaire ce voyage, que Ioana effectue ce voyage dans le temps, dans le passé? Donc, si vous considérez qu'il était nécessaire ou alors c'était juste une facette de votre roman, mais sans lui donner une explication, et pourquoi? Moi, j'aimerais bien savoir. Donc, était-il nécessaire ce voyage d'Ioana pour justement dans sa thérapie, évidemment? Oui, je crois que c'était nécessaire. Je crois que c'est tout le temps nécessaire de faire face au passé. Parce que bien sûr, la mémoire, elle fait des jeux, elle a son enjeu, bien sûr, et effectivement, tu ne peux pas te rappeler tout super clair ou même tu te rappelles quelque chose aujourd'hui et ensuite tu recrées un peu cette mémoire parce que au moins ça c'est ce que j'ai vu. J'aime bien la mémoire et cette idée du mémoire. Je parle avec mes amis tout le temps. J'essaye tout le temps d'être en contact avec mes mémoires. Mais même moi, je vois que parfois, je me rappelle plus tout ce que avait passé. Et donc, parfois, je crois que la plus facile ou la plus utile solution est d'y aller. Si tu as un endroit où tu peux te retourner, tu peux y aller parce que là, tu vas voir quelque chose un peu différent. Et parfois, pas parfois, je crois que presque toujours, tu vas voir quelque chose différent qui va être un peu plus doux de ce que tu te rappelles. Oui, la mémoire ravive le souvenir ou les images, c'est la mémoire. Mais dans votre roman, il s'agit d'une mémoire traumatique, de celle qui, donc cette image qui s'est collée à un âge où elle n'avait pas la possibilité d'expliquer ce qui se passait et qui l'a poursuivi toute sa vie. Et qui la laisse, qui lui donne un mal-être, l'empêche de vivre. Donc, oui, ce voyage était nécessaire. Donc, c'est tout le poids du transgénérationnel que j'ai lu, moi, en tout cas, à travers donc, vos chapitres ou vos lignes. Mais je ne vais pas entrer dans ce chapitre qui est quand même de spécialité. Je laisserai peut-être mon collègue Nicolas Paoun de le développer s'il le souhaite, bien entendu. Moi, je voulais voir avec vous comment ces trois éléments, le pouvoir des mots, le poids du transgénérationnel et la mémoire, ont fait alliance pour bloquer Ioana. Parce qu'à l'âge adulte, bien qu'elle ait eu une bonne situation, mais finalement, elle ne vivait pas. Elle avait une souffrance épouvantable qui l'empêchait de vivre. Et comment ils se sont, comment avez-vous pensé à les combiner et pour créer
cet état d'âme, cette souffrance qui, bon, ben, c'était pas que la souffrance d'Ioanna, mais ça, Ioanna, c'est une souffrance psychologique. Les autres aussi, c'était une souffrance psychologique parce qu'il y avait le régime, l'ancien régime, parce que chacun avait ses problèmes, parce qu'il y avait des enfants handicapés, notamment Tchipri, l'autiste. Donc, il y avait une souffrance généralisée. Mais quand on parle, cette souffrance commence un peu à diminuer un peu, je sais pas, liquéfier, on va dire, et jusqu'au jour où elle ne fait plus mal. Jusqu'au moment où elle ne fait plus mal. Et c'est à ce moment-là qu'on peut dire, eh bien oui, à force de parler, en reconstituant notre passé par la mémoire, en sachant ce qui s'est passé dans les générations antérieures et qui peut-être ont gardé un secret qui est resté lui aussi incrusté et transmis de génération en génération, voilà que Ioanna est devenue le résultat de tout ce processus, hein, si vous voulez. J'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas si vous l'avez fait exprès ou c'était juste comme ça. Son grand-père paternel, ce monsieur qui faisait preuve d'une grande philosophie, disait à un moment donné, « Tcha, fost à fost ». Ce qui a été, n'en parlons plus, c'est quoi? Hop, on ferme le tombeau, hein? On ferme la tombe, et on n'en parle plus, on ne dit plus rien. Mais ça va ressortir ailleurs, puisque lui, il l'a dans la tête, il l'a transmis à son fils à sa fille. Donc, je trouve qu'il était très riche, ce roman. Alors, voilà, donc, si vous pouviez me répondre à une dernière question, avec tous les mots et tout ce qu'on a pu évoquer sur ce parcours. S'il fallait changer le titre de votre roman, quel titre choisiriez-vous? Voilà. Enfant. Voilà. Et je peux vous dire pourquoi. Ma mère a reçu un message sur Facebook de quelqu'un, d'une dame à son âge, une voisine à nous, de Slatina. Elle a lu le roman, elle a contacté ma mère en lui disant qu'elle ne savait pas que j'écris, elle avait juste en tête mon image comme enfant, mais elle a dit qu'elle a réussi à revoir toute notre enfance, l'enfance de sa fille, et que d'une manière ou de l'autre, elle nous a compris. Voilà. Oui, et moi j'ai senti que effectivement, même si j'avais pensé que ce roman va être plutôt pour les parents, non, j'avais pensé que ce roman, même avec le titre Parents, mon roman, il est pour les enfants adultes comme moi. Oui. Mais quand j'ai eu ce feedback, je me suis rendu compte qu'en effet, ce roman peut également aider les parents à nous comprendre, à comprendre pourquoi nous, les adultes d'aujourd'hui, de 30 ans et quelques, nous sommes un peu serrés, nous voulons un peu de la technologie, mais un peu du calme. Au moins chez nous en Roumanie, nous sommes devenus un peu plus attaqués à cette partie politique. Maintenant, nous faisons des protestes et quelque chose comme ça que nos parents n'ont pas pu faire, même si bien sûr, ils voulaient le faire. Oui, ce n'était pas possible. Eux, ils étaient empêchés. Vous êtes... Et c'est là où il y a toute la force. Donc, voilà, vous pouvez tous ces mots-clés, trauma, souffrance, manque de la parole, le poids de le transgénérationnel, mémoire traumatique, Ioanna. Et vous me rajoutez un autre qui est tout à fait vrai, c'est ça, c'est l'enfant. Par l'enfance, l'enfant, les parents qui élèvent ou qui n'élèvent pas un enfant, mais qu'est-ce que ça veut dire élever un enfant? Et tous ces détails que j'ai bien décryptés dans votre livre et pour lequel je vous remercie. Moi qui vous remercie. Bien.
Bien. Merci. Et à bientôt avec un autre roman, Diana. Merci Gabriela pour cette belle intervention. Je donne la parole à Ioana. Ioana Ionescu. Merci beaucoup. Je voulais peut-être juste vous faire part d'un ressenti, le fait que j'ai été très émue par la lecture de ce livre, parce que je suis née en 86, donc la génération de Tchernobyl, parce que dans ma famille, il y a eu une situation un peu similaire, donc c'est pas du tout la même chose, mais ma grande sœur a un handicap, elle est née, cet handicap, il date de la maternité. Elle a maintenant 40 ans, donc pour moi, ça n'a pas été une absence comme pour le personnage dans le roman. Florinel est au final un vide, une absence autour de laquelle on essaye de construire des histoires, de raconter des histoires, de mettre des mots, mais qui en soi n'a pas pu se présenter en tant qu'individu, en tant que personne. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai eu. Et donc, mon histoire personnelle, donc c'est une histoire où j'ai vu grandir et j'ai grandi avec ma sœur, avec les parents, pendant la même époque. Et du coup, ça m'a énormément touchée. Voilà, c'est ce que je voulais te dire. Et du coup, je voulais savoir si tu l'as écrit pour un public. Est-ce que tu as eu en tête, tu as un peu répondu tout à l'heure, donc tu l'avais écrit pour les enfants, si j'ai bien compris. Et ensuite, c'est devenu aussi un livre pour les parents. Est-ce que, au-delà de ça, est-ce qu'il y a une thématique qui a pris le pas par rapport aux autres, dans ton envie, dans ton désir d'écriture? Le handicap, la relation avec les parents, l'enfance, est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus haut que les autres? Je voulais juste dire au début que j'ai pas eu en tête un public quand j'écris. Mon besoin était juste d'écrire. Et il y avait quelqu'un, peut-être que vous la connaissiez, c'était Simona Popescu. Elle n'a pas lu mon roman, mais je l'ai rencontrée l'année passée. Elle m'a dit, voilà, c'est peut-être pour cela que tu as réussi à publier après avoir travaillé 6 ans, quelque chose comme ça, pour le roman, parce que c'était quelque chose qui devrait être écrit. Peut-être que tu as d'autres textes, mais cette histoire de Florinel, elle devrait être écrite. Donc, c'était un besoin, disons, plus ou moins transgénérationnel, plus ou moins supraréaliste, mais c'était quelque chose qui ne venait pas de mon esprit. Je n'ai pas eu en tête, OK, maintenant je vais écrire quelque chose sur un handicap ou quelque chose comme ça. Non, j'ai juste écrit. Et pour vous donner un peu du contexte, j'ai écrit cette histoire, la nouvelle, disons, quand j'étais moi-même dans un point très délicat. J'ai eu quelques problèmes de santé. Je venais d'être hospitalisée. Ce texte a été écrit Ce texte avait été écrit comme la seule chose qui pouvait me faire du bien dans cette période. C'est assez contrastant parce que l'histoire est triste et moi je dis maintenant que ça m'a fait du bien. C'est exactement ça ce que peut-être je crois que c'est le plus important qu'il y a, et effectivement ce que Marta Petreu avait dit, il y a une souffrance, il y a quelque chose qui doit sortir d'une manière ou de l'autre, ça doit sortir, et une fois sorti, tu vas être mieux. Et oui, pour répondre à ta question, j'ai pas eu en tête en public, j'ai pas eu en tête une thème. J'ai juste écrit. Et après, je me suis donné compte que le plus important pour moi est de discuter sur des thèmes qui ne sont pas pour l'instant, qui ne sont pas attaqués chez nous en Roumanie. Peut-être pour cela, j'ai peu à peu introduit cette partie sociale. Au début, je n'avais pas décrit cette partie avec Ceausescu et avec la rencontre avec Ion Iliescu, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est venu un peu après parce que je me suis dit que tout ce qui s'est passé avec Florinel, sa mort, la modalité dont il a été enterré,
ça est tout à fait lié du contexte politique. Tu peux pas, je peux pas les diviser. Je peux pas dire, OK, je vais discuter sur cette drame, mais pas dire quelque chose sur le contexte, parce que c'est le contexte qui aide le public à comprendre. Et donc, les thèmes ont venu l'une après l'autre. C'était pas quelque chose de super calculé. Pour moi, le plus important était d'écrire clair, d'écrire, disons, plus ou moins de la manière d'écrire liée à ce que j'ai vu et vécu. Mais effectivement, les thèmes sont venus au fur et à mesure. Je ne sais pas quelle est la plus importante pour moi, juste pour moi, comme citoyen. Pour moi, la thème la plus importante est cette thème du social, du contexte politique. Merci, Anna. Je vais donner la parole à Camelia Cavadia, qui est écrivaine aussi, qui a écrit donc ce roman qui a été le roman gagnant en 2016, mais qui a écrit aussi 2 autres romans, Măștile fricii, Les masques de la peur et Purgatoriul îngerilor, le purgatoire des anges, qui ont justement, qui se penchent justement sur des thèmes sociaux qui ne sont pas toujours bien reçus en Roumanie, qui ne sont pas toujours mis en mots et dont on écrit très peu. Voilà. Donc, je te donne la parole, Camelia. Îmi pare rău de bariera asta de limbaj. Ce pot eu să vă spun este că n-am apucat să citesc romanul Dianei. Je n'ai pas réussi à lire le roman de Diana. Dar vreau să spun că m-ați făcut extrem de curioasă. Abia aștept să descoper romanul. Sunt atâtea pagini. Discussion, ça m'a éveillé la curiosité. Cred că este, aș vrea să aflu și eu dacă este un roman care cuprinde autobiografia sau care sunt acele laturi care se regăsesc roman est aussi autobiographique din viața ta. Sunt extrem de nerăbdătoare să-l citesc și chiar după aceea aș vrea să am o discuție cu Diana pe marginea lui. Et je voudrais avoir une discussion avec Diana sur ce roman après cette rencontre. Prépare-toi, Camelia, parce qu'en roumain, je parle plus qu'en français. Pregătește-te că în română vorbesc mai mult decât în franceză. Oh, minunat, abia aștept să... Vous allez vous compléter. Mulțumesc foarte mult. Da, eu abia aștept să avem o discuție despre cărțile noastre și mi-ar plăcea foarte mult să-i pot împărtăși experiența mea la Chambéry și mi-aș dori din tot sufletul. J'aimerais bien partager avec Diana mon expérience de Chambéry. Și mi-aș dori foarte mult ca odată în viață să poată ajunge acolo pe perioada festivalului. Je souhaite qu'un jour elle sera présente vraiment au festival à Chambéry. Pentru că este ceva absolut magic. Tot orășelul este practic mustește de literatură. La ville de Chambéry elle est remplie de littérature, de culture. Da. Exact, pe orice străduță te duci, oriunde întorci capul, pur și simplu se simte mirosul festivalului și este o efervescență extraordinară. Sper din tot sufletul să ajungi acolo. Pendant toute la période du festival, la ville entière, elle fait ressentir cette effervescence du festival. Eu mă bucur foarte mult că după ce am scris Vina, au urmat 2 cărți foarte bine primite de public și din ce... Après mon premier roman Vina, il y a eu 2 livres que j'ai écrits qui ont été bien reçus par le public. Din ce pot eu să spun este că faptul că
cărțile mele sunt pe undeva, cred că la fel ca și ale tale, inspirate din Je pense que mes livres, comme la tienne, sont inspirés realitatea pe care am trăit-o noi sau alte generații. de la réalité que nous avons vécu nous et d'autres générations. Situații de viață pe care le regăsim la orice pas, cred eu. Sunt des Iar situations de vie qu'on retrouve à măștile fricii se referă la les masques de la peur. Acele familii disfuncționale care continuă la disfuncționalitate de certaines familles, afecteze personalitatea adulții, copiilor deveniți adulți, chiar și la ani întregi. Qui opprime la personnalité des enfants qui deviennent adultes. Traumele prin care au trecut. Iar qui produisent des traumas. Iar Purgatoriul Îngerilor se vrea cumva o radiografie a vieții copiilor dispăruți, a lumii copiilor dispăruți. Le Purgatoire des Anges, c'est une radiographie de la vie des enfants disparus. Copii dispăruți. Des enfants disparus dans le sens, Camélia, voilà, des enfants qui ont été enlevés, qui sont pas des enfants qui meurent, des enfants enlevés, des enfants disparus dans ce sens. Voilà. Et qui sont nombreux, il faut le dire. Il y a beaucoup des enfants qui disparaissent comme ça en Roumanie, ailleurs aussi, mais en Roumanie, voilà, c'est un sujet que tu voulais mettre en avant et dont on parle très peu. Da, scriind această carte am aflat, am citit atât de multe statistici în care mi-am dat seama că sunt milioane de copii dispăruți în toată. E o cifră absolut îngrozitoare, dar este exact realitatea din lumea. Réalité, tu peux répéter le chiffre? Peste un milion de... Plus d'un million d'enfants disparus en Roumanie? În fiecare an, în toată lumea. În toată lumea. Dans tout le monde, plus d'un million d'enfants disparus par an. Enlevés, disparus, qui disparaissent. Cam atât aș spune acum. Mai rămâne să vorbim noi două, mi-ar plăcea foarte tare. Sigur, mulțumesc, mulțumesc frumos și mie. Mulțumesc. Merci beaucoup, Camélia. Je donne la parole à Nico. Oui, moi je suis très content de quelque chose que j'ai observé le dernier temps, c'est sur on va dire, la prise en compte et une prise de conscience de quelque chose qu'on peut appeler traumatique et traumatisme. Ça veut dire, dans la littérature roumaine, là, ce que je vois le dernier temps, c'est un regard, on va dire, psychologique sur le passé et sur la famille. Voilà, sur le passé, je veux dire, familial, mais aussi politique. Et les romans que j'ai vus, que j'ai pu lire comme ça, je suis content de voir une partie psychologique. Ça veut dire, on peut les appeler des romans psychologiques. Voilà. Et ça me fait plaisir. Pourquoi? Parce que j'ai eu l'impression que la Roumanie, après l'époque Ceausescu, c'est une observation. Après, je ne sais pas ce que ça vaut, mais je vous donne mes impressions. J'ai eu l'impression que elle vit une espèce d'oubli, entre guillemets. Voilà, un oubli où on ne parle pas de Ceausescu, on ne parle pas de comment les gens ont vécu à cette époque-là et on se concentre beaucoup sur le présent et sur l'avenir. Mais tout ce qui a été vécu au niveau politique, familial, c'est quelque chose on peut oublier ou cacher, enfuir. Et dans ce roman, on voit bien comment la fille, comment elle revient un peu en arrière. Elle va loin dans la partie transgénérationnelle, mais
elle revient sur son passé. Et je pense que c'est quelque chose qu'on peut observer d'une manière générale en Roumanie actuellement. Une visite, le fait de revisiter un peu son passé et voir aussi comment ce passé, qui a été plus ou moins traumatique, hein, parce que c'est pas pour tout le monde que a eu le même effet, comment ce passé, en fait, il vient un peu signifier ou signaliser quelque chose dans le présent. Ça veut dire une souffrance. Hein, que cette souffrance, souvent, voilà, on ne sait pas à quoi c'est dû et comment elle est faite. Et bon, si on a un peu de, on va dire, si on est un peu en contact avec soi-même, plus ou moins, voilà, on essaie aussi de régler ça et de suivre un peu le cours du temps passé, je veux dire. Et bon, effectivement, il y a eu une question au début et je me permets de... c'était une question sur voilà, quelle a été la partie fiction et réalité. Voilà, je pense que dans un roman, c'est moins important, ça. Parce qu'après, ça appartient à l'auteur. Bon, il fait ce qu'il veut avec cette partie réelle et la partie imaginaire. Mais en même temps, ma question, elle est assez ouverte. Hein, ma question, c'est qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous dans l'écriture de ce roman? Voilà, je m'arrête là. Le plus dur a été de trouver le temps d'écrire. Pas de faire une recherche avec moi ou avec mes parents. Je pourrais dire ce que j'ai bien aimé, mais qui a fait un peu le travail un peu difficile, cette partie de documentation. Parce que même si je sais bien, je lis des livres d'histoire et tout ça, je connais ce que mes parents, mes grands-parents, mes proches, ils ont dit sur la partie communiste ou après la chute du communisme, mais j'ai eu besoin de voir moi-même quelque chose. Par exemple, j'ai cherché des vidéos, effectivement, avec des images, effectivement des images du passé. Il y a une série de reportages chez nous, elle s'appelle des vraies choses sur le passé, adevărul despre trecut. Il y a au début, il y avait juste des petites vidéos de 5 minutes, 20 ou quelque chose comme ça, où il décrivait avec des images, il décrivait quelque chose. Par exemple, aller à la mer pendant le communisme, ou comment s'amusaient les jeunes dans des discothèques et tout ça. Donc, j'ai dû voir, parce que je savais les informations. C'est juste que j'ai eu besoin de voir moi-même, parce que si je vois quelque chose, je vois également des visages, je vois des petites trucs entre les personnes, des petits échanges sur lesquels on ne discute pas. Mon père, bien sûr, s'il m'avait parlé sur, je ne sais pas, en soirée dansante ou quelque chose comme ça, il ne m'avait pas du tout expliqué que je ne sais pas, il ne devrait pas partir avec une fille chez lui ou quelque chose comme ça, mais j'ai vu ça dans les reportages. Je savais que l'avorte, peut-être que c'est ça le mot, l'avorte, il était interdit et tout ça. L'avortement. L'avortement, ok. Oui, donc je savais
je voulais juste voir comment étaient effectivement les visages de ces personnes qui pouvaient être amenées de faire quelque chose comme ça, à cause bien sûr du communisme et tout ça. Après, j'ai vu quelques films documentaires sur l'équipe de football. Et ça, j'ai fait ça, il s'agit d'un film qui a presque 1 heure, mais j'ai fait ça juste pour une petite, je sais pas, demi-page ou quelque chose comme ça, je sais pas comment dire. Mais j'ai eu besoin de voir moi-même ou dans ce cas de revoir moi-même quelques images. J'ai ce besoin de voir des choses. Et oui, effectivement, pour revenir à votre question, ça, je crois que c'était juste ça, savoir comment m'organiser. Parce que oui, chez nous en Roumanie, mais je crois que c'est le même en France, il est presque impossible de travailler, de vivre juste avec l'argent que tu peux avoir si tu écris des textes ou quelque chose comme ça. Donc, je dois avoir un métier et tout ça. Et j'ai dû organiser mon temps de sorte que je finisse, que j'ai également une vie et tout ça. Oui, mais la recherche en moi, ça n'était pas assez difficile. Non, Okay. non. Et je voulais ajouter quelque chose qui est assez intéressante. Après avoir écrit cette partie où la mère les parents vont avec Florinel, ils vont à un médecin qui n'est pas vraiment un médecin et tout ça. L'idée est que je me suis demandé qu'est-ce que je ferais aujourd'hui si j'avais, je ne sais pas le si conditionnel. Oui, oui, un enfant avec un handicap. Bien sûr que je crois que j'irai avec lui à tous les médecins possibles. J'allais chercher tout ce qui est possible sur Internet, dans des pays étrangers et tout ça. Et donc, je me suis dit, alors, je vais écrire cette partie. Mais je ne savais pas que ça, c'est effectivement ce qui s'est passé avec mon frère. Et j'avais déjà écrit, j'appelais mon père et je lui ai dit, je lui ai demandé quelque chose sur Florinel. Et il m'a dit qu'en effet, ma mère était allée pour prendre un cocktail de médicaments, quelque chose qui n'était pas légal. Mais elle avait même ça essayé, lui donner quelque chose qui pouvait le faire se sentir mieux. Donc, je crois qu'une fois que tu commences sur cette histoire de trouver quelque chose dans toi, en soi-même, tu vas faire des liaisons que tu peux pas croire qu'effectivement ont quelque chose du réel avec ton histoire. Mais à la fin, tu vas voir que c'est l'histoire humaine, un sentiment ou le besoin d'une mère de faire tout ce qui est possible pour sauver son enfant. Je crois que c'est aujourd'hui valable. Disons, dans la même manière, c'était juste que là, à l'époque, c'était un peu difficile d'avoir d'informations, d'avoir accès aux médicaments, aux docteurs et tout ça. Donc, l'action de la mère est la même. Et l'action est déjà imaginée de mon côté parce que je crois qu'une mère pourra faire ou est disponible à faire tout ce qu'elle peut afin de pouvoir sauver son enfant. Mais généralement, un enfant. Et donc, j'ai eu ce sentiment que j'avais écrit quelque chose, je me suis imaginé quelque chose, mais à la fin, j'ai vu qu'il y a déjà une petite liaison que je ne comprenais pas, que je n'envisageais pas du tout. Okay. Merci. Merci. Nous n'avons plus beaucoup de temps, donc je
continuer à vous donner la parole si vous avez d'autres questions à poser à Diana. J'avais juste une question Je t'aurais donné la parole de toute façon. Tout ce qui a été le travail que tu as pu faire avec ton éditeur ou ton éditrice, une fois que le manuscrit a été livré, a été accepté auprès de Polyrom, est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements? Comment vous avez travaillé ensemble ton texte avant de le publier? S'il y a eu beaucoup de modifications, s'il a fallu reprendre certaines parties, réorganiser le récit, voilà, les liens que tu as eus avec ton éditeur et si ces relations pouvaient être aussi parfois un peu complexes. Ta volonté et son regard extérieur sur ton roman. J'ai pas eu beaucoup de modifications parce que j'avais modifié des années. Donc, ce que j'ai eu en tant que feedback était juste, ou bien sûr des modifications, étaient juste des petites choses où le texte n'était pas très clair. Mais c'était juste, par exemple, je décrivais la machine à gaz. Ah oui, la cuisinière ou la gazinière. Oui. Oui. Voilà, je décrivais quelque chose sur ça et l'éditeur n'a pas compris cette partie. Il m'a dit, mais bon, le feu est-il allumé ou pas? Et bon, c'était juste des petits trucs comme ça sur lesquels j'ai rebondi. Ce qui me faisait un peu peur était tout ce qui était lié à la distribution des personnages dans l'immeuble, sur l'escalier. Parce que, et en effet, j'avais eu une liste parce que je me débrouillais plus. J'avais fait une liste avec l'organisation qui habite au rez-de-chaussée, qui habite au premier étage et tout ça, parce que je n'arrivais pas à tout tenir compte parce que comme j'ai pas pu écrire d'entrée, oui. J'ai fait beaucoup de pauses entre les chapitres. Parfois, effectivement, j'oubliais des petits trucs. J'ai fait des erreurs sur les noms des personnages et tout ça. Mais je suis très heureuse parce que ça avait été résolu avant la publication, avant la lecture des éditeurs, effectivement. Mais j'ai eu des petites choses, oui, comme cette situation avec le feu. J'ai eu des petites choses qui m'avaient échappé et que je crois que c'était normal. Mais peut-être avec mon deuxième roman, peut-être que je vais éviter ça. Donc là, on a un scoop, il y a un deuxième roman en cours. C'est ça? Bon, plus ou moins, je ne sais pas. J'avais écrit quelque chose, mais pour l'instant, je ne sais pas où aller. Je ne suis pas très pressée. Je veux juste écrire quand j'ai l'envie d'écrire et tout ça. Je ne mets pas de pression sur moi. Ça, c'est clair. Oui. Est-ce que George, Florence, Laura, Melina, si vous voulez poser une question à Diana? Non, moi je voulais juste remercier. Diana a répondu à toutes les curiosités que j'avais, ou juste peut-être parce que vous avez parlé de beaucoup de visions. Tout à l'heure, vous répondiez par les images que vous avez regardées sur la période, notamment sur la période communiste. Mais c'est vraiment une curiosité, est-ce que vous voyez des images dans ce que vous avez écrit? C'est-à-dire, est-ce que vous pourriez imaginer une adaptation cinématographique de ce roman? Je crois que c'est un peu difficile parce qu'il y a
il y a cet aspect de Ioana enfant, Ioana adulte. Et moi, j'aime pas dans les films quand je vois qu'il y a un boucle de temps, quelque chose comme ça, je ne sais pas comment dire, quand je vois qu'il y a un manque entre les événements. Mais peut-être si quelqu'un pourrait imaginer cette histoire en tant qu'un film juste avec cette partie liée au communisme ou peut-être après, quelques années après la chute du communisme, je crois que ça pourrait aller. Je crois. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Non? Dans ce cas, je vais juste dire quelque chose. Donc, je remercie à tout le monde pour ces interventions et qui me font dire que je pense moi aussi en tant qu'écrivain que la lecture des lecteurs enrichit le texte. Parce que justement, ça apporte des fois des choses auxquelles on n'a pas pensé et ça réveille dans le lecteur quelque chose qui lui parle. Et c'est le but, c'est le catharsis de l'écriture du roman. Et je donne la parole donc pour finir à Daniela Farai. Voilà. Oui, très rapidement, je prends la parole pour remercier tout d'abord Diana Badica pour ces échanges très intéressants. Merci Simona pour avoir animé cette rencontre. Ce n'est pas évident de faire tout ça à distance, mais maintenant on commence un peu à s'habituer. Et c'était un réel plaisir de vous voir tous à l'écran. J'ai vraiment l'impression qu'on a pu faire un peu le tour de la question de la nécessité de fictionnaliser sa propre histoire. On a également évoqué des sujets assez qui me tiennent à cœur et qui sont très importants du rôle de l'écriture pour comprendre son existence. Également l'importance de la mémoire collective qui est indissociable de la mémoire familiale. Et du besoin que nous avons tous, peu importe le pays, de visiter notre passé, parce qu'à tout moment, ce passé visite notre présent et en nous et parmi nous. Et le roman de Diane a été vraiment un prétexte, un texte et un prétexte pour réfléchir davantage sur ces thématiques. Donc, je vous souhaite une très belle après-midi à tous. Merci encore une fois d'avoir été présents. Et merci à Diana et au plaisir de te relire très bientôt. Je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour moi et pour le roman. Même si on a cette discussion comme ça va effectivement, peut-être qu'il faut nous habituer. Mais bon, oui, pour moi également, c'était un plaisir. Je n'ai pas pu prendre des notes, mais je vais le faire après le call, effectivement. Merci bien à tous. Merci à vous tous. Juste on peut s'arrêter là, mais on a parlé beaucoup de souffrance, de douleur, mais apprenez aussi que le roman est des moments très agréables, très humoristiques à la limite. Il y a beaucoup d'humour dans ce roman. Et c'est dommage, je n'ai plus le temps, mais j'avais commencé à le traduire, mais je vous enverrai la traduction. Oui, c'est vrai, il me pense que c'est Johanna, elle nous avait fait part de quelques questions. Et ce que tu avais relevé aussi, il me semble, hein, c'est cette dimension humoristique qui est vraiment très présente dans le roman de Diana. Oui, qui faisait partie des remarques que tu avais faites. Oui, il y a les sobriquets, il y a le voisin Mitrou qu'on appelle Litrou parce qu'il boit, il y a le grand-père qui est très truculent, qui dit qu'il en a marre de sa vie, il voudrait bien mourir, mais il n'est pas pressé parce qu'au-delà, il rencontrera des méchants aussi. Dans le village, au moins, il les connaît, il sait de qui il sait à qui il a affaire. Oui, des choses comme ça que j'ai relevées, oui.
C'est pour ça que je disais que les dialogues sont très juteux, très intéressants et très agréables à lire. Et que ce n'est pas bien qu'elle est née à... C'est une dimension qui est vraiment, je pense, caractéristique au roumain, cet humour, auto-ironie. On la connaît du temps de Ceausescu. J'ai adoré le ton de l'enfant qui raconte sur sa grand-mère. C'est une scène adorable. Eh bien, ce sera peut-être le thème de la prochaine rencontre. Écoute, Diana, si tu es disponible, on va parler de l'humour en général et de l'humour dans ton premier roman. Ça sera... Bien sûr, bien sûr. Je ris toujours, donc ça va. Merci encore à tous. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci aux Lyonnais. Au revoir.